Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc, nous voulons nous pencher maintenant sur le tenseur d'Einstein pour découvrir quelle est sa forme exacte. Alors, qu'est-ce que nous savons du tenseur d'Einstein? Premièrement, c'est un tenseur du second ordre. Deuxièmement, puisqu'on l'égale à une constante près au tenseur énergie-impulsion, puisque le tenseur énergie-impulsion est symétrique, alors le tenseur d'Einstein doit être symétrique. Ensuite, puisque le tenseur énergie-impulsion est conservé, c'est la conservation d'énergie, sous forme covariante, en relativité générale, on a T, la dérivée covariante mu de T mu nu égale 0. Et donc, on doit aussi avoir des mu G mu nu égale 0. Sa limite newtonienne est telle que G00 environ égale au gradient, au carré du gradient de G00. Et enfin, le tenseur doit être une combinaison linéaire, une certaine combinaison linéaire du tenseur métrique, de ses dérivées premières et de ses dérivées secondes. Voilà ce que nous savons. Alors, comment trouver ce tenseur? La clé, c'est ceci. Et pour trouver ça, pour trouver une forme de ce type, on va utiliser la seconde identité de Bianchi. Celle-ci dit que d epsilon de R alpha bêta gamma delta plus d gamma de R alpha bêta delta epsilon plus d delta de R alpha bêta epsilon gamma égale 0. On peut l'écrire sous forme mixte, de composantes mixtes. Il suffit de multiplier par les tenseurs métriques. On obtient d epsilon R alpha bêta gamma delta plus d gamma R alpha bêta delta epsilon plus d delta R alpha bêta epsilon gamma égale 0. Ensuite, on va utiliser les symétries, plutôt l'antisymétrie des composantes du tenseur de courbure, et pour mettre les indices au bon endroit, ce qui fait apparaître des signes négatifs, et on va contracter alpha avec delta. Donc la contraction, comme nous l'avons vu. On obtient alors que d epsilon R bêta gamma moins, donc là c'est moins après changement de la position des indices, gamma R bêta epsilon plus d alpha, pardon, d delta, non je dis bien d alpha, donc après avoir renommé un indice, R alpha bêta epsilon delta égale 0. Oui, ici c'est R, c'est des alpha, pour avoir renommé l'indice. Et donc, on obtient une équation déjà plus simple, avec le tenseur de Ricci. Alors, à nouveau, on réapplique les symétries pour mettre les indices au bon endroit, et on contracte bêta avec gamma. On obtient alors des epsilon du tenseur de courbure scalaire, du scalaire de courbure, moins des gamma R gamma epsilon plus, donc là la contraction est laissée explicite, pardon, moins, donc on applique à nouveau une permutation d'indices, d alpha R alpha epsilon égale 0. Ici, c'est un indice muet, gamma et alpha sont des indices muets, on peut les renommer, donc on
on obtient alors d epsilon r moins 2 d alpha r alpha epsilon égale 0. Maintenant, le tenseur scalaire, sa dérivée covariante, peut être obtenu directement à partir de la définition du tenseur. Donc, on peut l'écrire delta alpha epsilon d alpha r. Alors, pourquoi? Mais parce que c'est le tenseur de Kronecker, hein, il est égal à 1 quand les deux indices sont égaux, et donc forcément on retrouve la même expression. Ce qui nous conduit à d alpha de moins 1,5 delta alpha epsilon r moins, en plus, pardon, r alpha epsilon égale 0. Et donc nous avons une forme comme nous recherchons. La dérivée d'un tenseur du second ordre égale 0. C'est un candidat qui respecte presque toutes les conditions que nous avons vues. C'est un tenseur du second ordre, il est à la relation de conservation, il est symétrique, puisque le tenseur de Ricci est symétrique, et il est une combinaison de R, et donc du tenseur métrique de ses dérivées premières et de ses dérivées secondes. Et donc, on a un candidat, G mu nu égale moins 1,5 G mu nu, excusez-moi, moins 1,5 delta mu nu R plus R mu nu. En multipliant par tension métrique pour mettre sous forme covariante, on obtient G mu nu égale moins 1,5 est égal à R mu nu moins 1,5 G mu nu R. Alors, je ne vais pas le détailler ici. Si on applique les conditions aux limites pour la limite newtonienne, c'est-à-dire qu'on ne garde que G0, 0, et on considère que la dérivée par rapport au temps de G0, 0 est nulle, alors en écrivant les expressions explicites des tenseurs de courbure, on montre qu'on retrouve bien la limite newtonienne. Et donc, nous avons un candidat valable qui donne la limite newtonienne et qui respecte toutes les conditions pour le tenseur d'Einstein. Ce qui fait que l'équation d'Einstein devient R mu nu moins 1,5 G mu nu R égale moins 8 pi GT mu nu. Alors, on a abouti, mais il y a encore une petite étape. Alors pourquoi? Parce que lorsqu'on travaille sur un problème particulier, en général, on connaît la distribution de matière, et ce que l'on recherche, c'est la courbure. Et donc, le tenseur d'énergie-impulsion est connu par la matière, et on recherche les tenseurs de courbure. Donc, on préférerait avoir une forme un peu opposée, c'est-à-dire un seul tenseur de courbure et une expression du tenseur d'énergie-impulsion. Mais celle-ci s'obtient très facilement. Il suffit de multiplier tout ça par G mu nu, et après quelques calculs, pas très compliqués, on trouve R mu nu est égal à moins 8 pi G fois T mu nu moins 1,5 G mu nu
T lambda lambda. Donc, tenseur d'impulsion, énergie d'impulsion contractée. Et ça, c'est la forme habituelle de l'équation d'Einstein. On a une certaine distribution de matière, ce qui permet d'obtenir le tenseur de courbure. Notons que ce n'est pas si simple. Ce n'est pas une relation directe avec la courbure. Pourquoi? Parce que le tenseur de Ricci, il a 10 composantes indépendantes. Tandis que le tenseur de Riemann-Christoffel, qui donne la courbure complète, a 20 composantes indépendantes. Ça, c'est ennuyant. Et c'est dû au fait qu'on obtient un tenseur de Ricci par contraction, ce qui fait disparaître une partie des informations sur la courbure. Tout comme le tenseur scalaire n'a qu'une seule composante indépendante, évidemment c'est un scalaire, c'est un nombre. Et donc, c'est insuffisant. Et donc, pour résoudre l'équation, on doit normalement tenir compte des conditions aux limites. On dit, par exemple, qu'à l'infini, la gravité s'annule ou des choses de ce genre. Et avec les conditions limites, on a un ensemble d'équations pour les composantes, étant donné qu'ici, c'est des dérivés du tenseur métrique. C'est souvent un problème de résolution d'équations différentielles qui permet alors d'obtenir l'ensemble des composantes. Ce n'est pas toujours facile. Dans des cas concrets, pour des situations un peu compliquées, il faut souvent faire appel à du calcul sur ordinateur. Ce n'est pas toujours soluble à la main. Une petite remarque est intéressante. À 3 dimensions, oui, un point important aussi. Je dis que il est insuffisant tel quel directement pour obtenir toute la courbure. Ça se voit bien, c'est dans le vide. Dans le vide, il n'y a pas de matière. Le tenseur d'énergie impulsion est nul. Et donc, dans le vide, le tenseur de Ricci est nul. Mais la courbure n'est pas nulle. La courbure complète, le tenseur de Riemann-Christoffel, ne peut pas être nulle. Sinon, il n'y aurait pas d'effet gravitationnel. Et le Soleil, par exemple, ne pourrait pas influencer les planètes et leur faire faire des orbites autour de lui. Donc, voilà bien l'évidence que cette équation seule ne suffit pas. Il faut tenir compte des conditions limites, de diverses choses. Ça suffit toujours. Quand on a tous les éléments, on peut montrer que, avec des conditions limites, plus l'équation, on a la possibilité de résoudre les solutions, de trouver les solutions complètes sans ambiguïté. Alors, une remarque utile. Alors, considérons un univers qui n'aurait que 3 dimensions. Peu importe que ce soit des dimensions spatiales et le temps ou 3 dimensions spatiales. On considère un univers à 3 dimensions au lieu de 4. Dans ce cas-là, le tenseur de Riemann-Christoffel a 6 composantes indépendantes. Nous l'avions vu. Et le tenseur de Ricci en a 6 aussi. Ce qui veut dire que cette fois-ci, à 3 dimensions, le tenseur de Ricci détermine complètement la courbure. Et donc, dans le vide, il est égal à 0, et donc dans le vide, il n'y a pas de courbure. On a l'espace-temps de Minkowski. Et donc, pas de gravité, pas d'effet gravitationnel. Donc, à 3D, ça ne peut pas marcher. Ceci explique un élément historique. Puisque, je vous l'avais dit, Riemann avait déjà tenté une approche avec un espace courbe. Il avait développé toute la théorie des surfaces et des courbes. Il avait développé toute la théorie du calcul tensoriel. C'était un mathématicien. Et il s'était posé la question de savoir si on ne pouvait pas exprimer la gravité comme un effet de la courbure de l'espace. On en a parlé, on avait dit que c'était insuffisant. Mais effectivement, puisque à 3 dimensions, il ne peut pas y avoir de gravité, d'effet gravitationnel dans le vide. Et donc, ça ne pouvait pas marcher. C'était impossible. Pour que ça puisse marcher, il fallait la relativité, et il fallait passer à 4 dimensions, et donc inclure le temps. Ça, c'est ce qu'a fait Einstein, c'est ce qu'a compris Einstein, et c'est pour ça que lui a pu aboutir. Notons aussi une petite anecdote historique, assez amusante. Il n'est pas rare que plusieurs scientifiques font des découvertes simultanément. Parce que, non pas parce qu'ils se copient les uns les autres, mais parce que
l'état des connaissances scientifiques, mathématiques, physiques, expérimentales et théoriques a atteint un niveau qui permet de franchir l'étape suivante. En rassemblant les connaissances, on a tout ce qu'il faut pour faire une découverte. Et c'est pour ça que les coïncidences de ce type sont très nombreuses dans l'histoire. Il y en a beaucoup. Une des plus célèbres, je l'en avais parlé, c'est Newton et Leibniz qui ont tous les deux inventé le calcul différentiel, avec une polémique qui s'en est suivie absolument interminable, surtout entre les adeptes de Leibniz et de Newton, qui défendaient les fans de ces deux grands scientifiques, qui ont défendu chacun leur clocher. Surtout qu'en plus, il y avait des questions nationalistes, puisque l'un était anglais et l'autre français. Et c'est fréquent. La controverse, souvent moderne d'ailleurs, pas d'époque, entre Poincaré et Einstein est connue. Poincaré avait pratiquement trouvé la relativité Einstein, la relativité restreinte. Il lui manquait qu'un ingrédient, c'était l'ingrédient physique, de comprendre qu'il n'y avait pas de temps absolu, qu'il n'y avait pas de repère absolu. Et ça, cette étape-là, Poincaré a eu du mal à la franchir. Peut-être parce qu'il était essentiellement mathématicien, un mathématicien de génie. Alors qu'Einstein était plutôt physicien. Il a procédé d'une manière très différente et a franchi le Rubicon, il a franchi la dernière étape. D'ailleurs, Poincaré l'a reconnu. Il a reconnu que c'est Einstein qui avait abouti. Mais il y a aussi un cas avec la relativité générale. Hilbert, très grand mathématicien, très grand mathématicien, avait lui aussi travaillé sur une formulation de la relativité générale. Et il était très loin. Il était sans doute pas très loin d'aboutir. Einstein le savait. Et donc, il y avait une concurrence. Le premier qui trouverait ce qui ne s'appelait pas encore à l'époque l'équation d'Einstein. C'est ce qui explique ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, à savoir qu'Einstein avait d'abord publié plusieurs versions, en fait 2 versions erronées de l'équation d'Einstein. Il s'est précipité, sans doute pressé par la concurrence, à savoir le premier qui trouverait, qui réussirait à trouver. Hilbert n'a pas trouvé, Einstein a trouvé. Il l'a publié un peu avant les travaux de Hilbert et ainsi a abouti avant Hilbert, d'où la paternité méritée de la relativité générale et le fait qu'on ait appelé cette équation l'équation d'Einstein. Voilà pour la petite histoire. C'est fréquent ce genre de choses, même à l'époque moderne. Si ce n'est qu'à notre époque, ça provoque généralement, il peut y avoir parfois des petits accros, mais généralement ça provoque moins de controverses à notre époque moderne. La raison est double. D'abord, il y a beaucoup plus de communication. Avec Internet, avec Twitter, avec les mails. Donc on sait facilement retracer qui a discuté avec qui et qui aurait pu copier qui. De plus, on a des processus de validation des découvertes par les publications, des publications reconnues par la communauté scientifique, dans des publications à comité de lecture, donc examinées par les pairs, donnant une validité immédiate aux travaux. C'est pas pour ça qu'ils sont toujours sans faute. Il n'est pas rare qu'il y ait un retrait d'article ou un addendum qui corrige des erreurs dans tous les domaines scientifiques d'ailleurs. On n'est pas infaillible. Mais ça donne surtout une date officielle d'une découverte, d'une avancée. Et donc, il y a beaucoup moins de controverses. Par exemple, on sait que le boson de Higgs a été découvert indépendamment par plusieurs chercheurs. Par Brout et Englert en Belgique, par Peter Higgs en Écosse, et par Guralnik et 2 autres en Russie. Excusez-moi, leurs noms, c'est les noms russes. J'ai du mal à les retenir. Donc en fait, ils sont 6 à avoir découvert ça, sous forme d'équipes, 3 équipes. Ils ont fait à peu de choses près les mêmes découvertes. Brout et Englert et Peter Higgs ont fait pratiquement la même chose. Les Russes avaient une approche beaucoup plus mathématique, beaucoup plus abstraite, fort différente.
Donc on peut dire que Brout, Englert et Higgs ont découvert théoriquement le boson. Et ils ont publié dans un mouchoir de poche. Mais il n'y a pas eu de controverse. Parce qu'ils savaient très bien qu'aucun d'entre eux n'avait copié l'un sur l'autre. Ils avaient simplement tous la même chose sous les yeux, la théorie quantique des champs, les théories de jauge. Ils avaient tous le même problème, résoudre un problème dit de renormalisabilité des équations pour introduire la masse des particules. Ils avaient tous connaissance des mécanismes de brisure de symétrie et des théories qui vont avec. Et donc, ils avaient tous la même matière et ont tous avancé en même temps. Et ainsi, il n'y a pas eu de controverse. Les raisons purement historiques, le hasard, a fait que l'article, les recherches de Peter Higgs ont été plus vite connues, sans doute par une certaine notoriété, et donc le boson fut appelé boson de Higgs. Maintenant, on l'appelle souvent boson de Brout-Englert-Higgs, pour rendre hommage aux trois. Et lorsque le prix Nobel a été attribué suite aux expériences au LHC qui ont permis de mettre en évidence que le X existait bien, à ce moment-là, on attribua le prix Nobel à Peter Higgs et à Englert. Pas à Brout, qui était malheureusement décédé entre-temps, et le Nobel n'est jamais décerné à titre posthume. Donc on a donné le prix Nobel aux deux, et il n'y a pas eu de problème. D'ailleurs, par le passé, j'ai cité les controverses entre Newton et Leibniz. Eux ne se sont pas vraiment disputés, c'est leurs continuateurs qui se sont disputés. Et de même, les controverses, surtout entre Einstein et Poincaré, n'ont pas eu lieu à l'époque. Ils ne se sont pas disputés, ils ne se sont pas critiqués, ils ne se sont pas envoyés des jolis mots à la figure en disant « vous m'avez volé mes travaux », etc. Pas du tout. C'est à l'époque moderne qu'on se dispute à ce propos-là. C'est un peu ridicule, tout ça. Mais il n'y a pas de lézard. Et puis après tout, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la théorie. Voilà. Alors, puisque nous avons notre théorie, voilà, nous avons notre équation, l'équation d'Einstein, il va falloir la résoudre. Alors, on est surtout intéressé par, en relativité générale, par des cas où la gravité est importante, forte, sinon Newton suffit largement, et donc on est surtout intéressé par ce qui se passe dans l'espace, et donc par les corps célestes. Les corps célestes sont sphériques ou peu s'en faut, et donc on aimerait bien connaître les solutions lorsque on a une situation sphérique. Et donc ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Nous verrons la solution à symétrie sphérique. Je vous remercie.